participé à cet atelier qui est un atelier sous un angle peut-être d'aborder les choses sous l'angle politique, historique, sociologique, sur ces nouvelles orientations, enfin nouvelles qui datent des années 2000. Alors, comme je vous l'ai dit, je voudrais aborder deux points, voire un troisième si on a le temps, parce que il y a un troisième point sur lequel j'ai travaillé, c'est en quoi les dispositifs de recherche-action formation participative était un excellent moyen de professionnalisation, et notamment sur la question des postures professionnelles. Alors, les deux repères que j'ai souhaité indiquer, que vous trouverez dans le livre, c'est un premier repère qui va questionner les modèles de référence. Je les ai cités tout à l'heure, les modèles de référence tournent autour de toute la sémantique sur l'engagement, c'est-à-dire l'émancipation, le DPA, l'empowerment, la participation et puis toutes les démarches de démocratie participative. Alors, ce qui est important, si on ne veut pas coller au modèle, mais plutôt les mettre à distance, si on ne veut pas risquer de prendre des modèles qui ne sont pas intégrables dans notre contexte, ben, il est important de questionner ces modèles. Donc, on va commencer par cette affaire-là, de questionner les principes actifs dans votre environnement. On parle depuis la charte de juin 2000, on a une orientation forte de la Fédération des centres sociaux de réaffirmer le projet politique à visée de transformation sociale, c'est-à-dire un projet qui est si vous voulez, la recherche, comme tous ces mouvements sociaux, ont deux objectifs, de produire de la connaissance et de faire bouger le monde dans lequel nous vivons. C'est ce qu'on appelle la transformation sociale, qui est une visée politique de confrontation aussi, hein, de classe sociale. Donc ce développement du pouvoir d'agir, il nous vient d'où? Il nous vient essentiellement des continents américains, c'est-à-dire USA, Brésil et Canada pour les principaux. Je vais reprendre la naissance même de l'empowerment qui nous vient des USA. Dans les années 70, le mouvement d'empowerment naît à travers des mouvements assez radicaux, des mouvements comme les Black Power, la libération de la femme, les mouvements féministes, ils sont très radicaux et, par exemple, le slogan des féministes, c'est « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». On est dans un contexte américain où l'État ne finance pas l'action sociale. L'État est complètement en dehors de ça, ce qui fait que les premiers travailleurs sociaux sont financés par la bienveillance de certains membres de la communauté. Ils n'ont pas de locaux. Ils sont très soumis à ces dons et du coup, leur action, n'ayant pas de locaux, est directement au pied des bâtiments avec les publics, avec les habitants. Donc ça, c'est un contexte particulier parce que eux, aller vers, ça ne pose pas de problème parce que toute leur histoire démarre dans ces conditions. Ils ont une vision du coup très profonde de transformation de la société, une vision émancipatrice. Et on est là sur un empowerment collectif. Un empowerment collectif sur les trois auteurs que je vous ai donnés, hein, Le Bossé, Paulo Freire et Saul Alinsky. L'empowerment collectif se traduit par des démarches qui ont toujours deux étapes. Une première étape, c'est de développer une conscience politique. C'est de montrer aux personnes que le problème qu'elles rencontrent individuellement est en fait le problème de toute une communauté. En fait, c'est un problème de classe sociale et c'est un problème de répartition des puissances, des autorisations à penser et à agir qui est inégale dans une société. C'est ce qu'on appelle la phase de conscientisation politique. Et quand cette phase est installée, en fait, il passe à une phase d'action, de définir l'action par rapport aux problèmes avec lesquels viennent les habitants.
Donc là, l'action est souvent dans une forme de confrontation avec les classes sociales dominantes. On est dans un schéma extrêmement politique et extrêmement actif et radical. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple pour comparer avec le modèle français. Ça, c'est le modèle américain. Dans certaines conditions historiques et politiques, il va être importé, ce modèle de l'empowerment, en Europe dans les années 90 avec l'ONU et la Banque mondiale. Mais cette importation, un changement notable va avoir lieu, c'est qu'on va passer d'un modèle de l'empowerment collectif et donc politisé et dans la confrontation des classes sociales dominantes à un empowerment individualisé. Et ce petit transfert va complètement dépolitiser la question de l'empowerment, dépolitiser et déconflictualiser la question de l'empowerment. Ça devient du coup, en France, en Europe, un concept néolibéral en réduisant à cette dimension individuelle. On est dans une dépolitisation, une déconflictualisation, et en fait, il se transforme comme une injonction à la responsabilité individuelle d'être entrepreneur de sa propre vie. On est là dans des conditions où il faut développer le pouvoir d'agir individuel, c'est-à-dire responsabiliser l'individu sur le fait qu'il est responsable de la situation dans laquelle il est, développer les compétences de citoyenneté, les compétences de gestion de carrière, de gestion professionnelle. On a une visée de développement capacitaire avec des interventions pédagogiques qui sont essentiellement des interventions qui agissent sur les compétences. Le processus, du coup, là où on voulait développer une conscience politique et une capacité d'action, parce qu'on considère que le pouvoir d'agir est une émergence dans l'action. C'est pas quelque chose chez les Américains, c'est pas quelque chose qu'on peut développer nous en tant qu'intervenants extérieurs. Le pouvoir d'agir est une émergence, c'est parce que je fais une action collectivement que je ressens le sentiment que je peux encore avoir une action dans ma vie. Côté français, côté Europe, on veut développer la confiance en soi, on veut développer l'autodétermination, la responsabilisation et les capacités, compétences qui vont avec. Je vous donne un petit exemple de deux actions vues côté américain, vu côté français. Je reprends là un auteur sociologue, Marie-Hélène Basquier, qui a fait cette analyse. Des habitants d'un quartier sont contre les augmentations de loyers qu'il leur est demandé. Côté américain, on regroupe ces habitants qui ont cette opposition. On travaille avec eux d'où viennent leurs difficultés, qui est responsable, compréhension du monde, du système notamment de répartition des pouvoirs. Et l'action qui est déterminée, tout le monde va faire une grève des loyers. Et cette hausse des loyers va assez vite se rétablir, enfin se résoudre par un renoncement à cette hausse de loyer. Côté France, la même chose arrive dans un centre social. Des habitants sont contre l'augmentation des loyers. On va recueillir, rassembler ces habitants autour de cette question, mettre un animateur, mais Marie-Hélène Basquier fait remarquer que l'animateur est aussi un salarié du bailleur social, et avec une assistante sociale qui considère que les gens n'ont pas les capacités à affronter le système. Et finalement, ils vont proposer des formations pour apprendre à ces personnes à gérer, à mieux gérer leurs dépenses d'énergie et ainsi pouvoir payer les loyers comme il est demandé. Voilà, là, on a vraiment une orientation sur les capacités individuelles des personnes. Donc, là où en France, on est dans la promotion de projets individuels, de l'autre côté de l'Atlantique, on est plutôt à observer ce qui se passe et à partir de là, à partir de l'enquête, on va chercher des réponses, on va partir des personnes pour imaginer, inventer le dispositif ou la réponse qui convient avec leurs besoins. Alors que le modèle français, c'est plutôt des dispositifs qui sont conçus en dehors des personnes concernées. Je parle là des professionnels de terrain et également des personnes, des dispositifs qui sont construits un peu hors sol par la puissance politique
avec un État planificateur qui investit, là où de l'autre côté, il y a un État désengagé, mais finalement qui laisse une forme de liberté. Ce passage est vraiment important à comprendre parce qu'il vient expliquer aussi le climat que rencontrent les centres sociaux, de cette difficulté d'aller vers l'habitant. J'accompagne actuellement une équipe d'un centre social qui a développé toutes ces démarches d'aller vers l'habitant, qui repère des besoins, qui peut fédérer des groupes de personnes sur le même besoin et qui, du coup, arrive à cette question assez fondamentale: qu'est-ce que je fais de ce que je recueille sur le terrain? C'est-à-dire que dans ce centre social, on n'en est plus à développer de la technicité ou de la posture pour aller vers les habitants. Ça apprend énormément de choses, ça change beaucoup de considération même du métier, mais se pose cette question cruciale: qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quoi on est mandaté? La question du mandat, parce que je rappelle que les centres sociaux en France sont sous gouvernance de financeurs qui donnent des orientations politiques, des directives. Donc, voilà, on est dans ce climat français, dans cette difficulté de savoir qu'est-ce qui est possible dans un contexte tel qu'il est dessiné en France pour revenir à des choses plus collectives et à des visées qui soient plus de transformation sociale et pas de développement individuel. Le deuxième point pour comprendre la situation des centres sociaux en France sur ces questions d'émancipation, je vais revenir à l'histoire, aux grandes étapes de l'histoire des centres sociaux. Les centres sociaux, les auteurs historiens que j'ai lus sur cette histoire repèrent trois périodes. Une première période qui est une période de pionniers, militant, bénévole, qui va à peu près de 1897, fin du 19e siècle, jusqu'en 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on est dans une éducation populaire, c'est vraiment les fondements des centres sociaux, et c'est en fait une riposte à l'Église et au patronat qui étaient en charge de l'éducation des personnes. Donc, c'est issu d'un mouvement ouvrier avec des visées véritablement politiques, émancipatrices, de diffusion de connaissances, de culture de l'émancipation, qui va perdurer comme ça jusqu'en 1945. En 1945, ces auteurs envisagent une période d'institutionnalisation et de dépolitisation. C'est-à-dire que l'État va prendre à sa charge cette fonction animation, notamment avec les MJC au début, et prend le contrôle des structures avec les procédures d'agrément qui vont petit à petit, avec la décentralisation, être données aux régions et aux CAF, qui sont aujourd'hui responsables du processus d'agrément et du financement des centres sociaux. Évidemment, ça a des incidences importantes en termes de choix des orientations, qui sont plus du coup des orientations au service des politiques familiales et sociales de l'État, une mise en œuvre de ces politiques. Mais aussi, il y a un phénomène de professionnalisation du métier. De bénévoles, on passe à des métiers institués, à des métiers professionnalisés, sous l'angle beaucoup plus de la technique que sous l'angle de la visée, de la finalité, de la finalité politique de cette animation. Donc, on devient dans une perspective, j'allais dire, de consommation de services qui eux-mêmes remplissent des fonctions de mise en œuvre des politiques familiales et sociales de l'État. Et puis, dans les années 84, 80, 84, on voit apparaître donc cette période d'institutionnalisation et de dépolitisation se situe entre 45 et 80. Et dans les années 80, on vient apparaître une étape qu'on appelle le temps des turbulences,
turbulence parce qu'on est entre des attentes d'habitants et la commande publique. On est à participer aux grands phénomènes sociaux qui apparaissent, le chômage, l'exclusion. Donc là, les centres sociaux vont devoir participer, lutter contre l'exclusion et une instrumentalisation un peu de cette activité des centres sociaux pour développer la tolérance dans les quartiers, pour développer, lutter contre l'exclusion. Et en 2000, mais ce n'est pas spécifique quand même aux centres sociaux, la commande de l'émancipation, du développement du pouvoir d'agir, c'est une commande qui est généralisée à tout le champ professionnel des métiers dont l'objet de travail est l'être humain, que ça soit de l'orientation professionnelle, que ça soit de l'accompagnement, que ça soit de la formation. Il y a cette commande-là qu'on voit apparaître dans les années 2000 de participation, de démocratie participative qui est assez générale à tout appel d'offres, on va dire, ou toute commande en France. À partir des années 2000, moi, je vois là une époque que je n'ai pas trouvée dans les livres, mais il datait un petit peu, de 2007, voire de 2000, cette classification là, des périodes de l'histoire des centres sociaux. Je vois un démarrage avec la Fédération nationale des centres sociaux qui affirme le projet politique et qui essaye de trouver des moyens pour être à la hauteur de ce projet politique dans le contexte de gouvernance dans lequel sont les centres sociaux. Et cette période, on voit apparaître un tas d'expérimentations autour de cette participation avec des évaluations. Je pense notamment, vous la trouverez dans le livre, une évaluation d'un centre social de la région centre qui a été faite par des sociologues et qui montre que c'est compliqué d'être sur des visées d'émancipation. Ce que cette recherche de 2 ans va montrer, c'est qu'on est plus dans les centres sociaux sur une dimension, une posture, une orientation qu'ils appellent sociale-libérale. Pour vous donner des repères, vous avez les démarches radicales, c'est outre-Atlantique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, radical parce qu'on prend le problème et on crée un mouvement social d'opposition et de conflit par rapport aux problèmes que l'on souhaite traiter. Il y a le mouvement néolibéral qui consiste à en fait, c'est l'État-providence qui consiste à donner aux personnes ce qui leur manque, ce qui peut une forme de protectionnisme des personnes, mais ne pas toucher à un système de fonctionnement actuel en l'État. Et le social-libéral, c'est une dimension où là, on essaye de promouvoir l'individu capable d'agir sur sa vie, de se développer, quelle que soit son origine sociale. Alors, sur ces éléments de repère, aujourd'hui, où en est la commande et la volonté des centres sociaux. Cécile a parlé tout à l'heure de plusieurs axes. C'est vrai que les centres sociaux ont cette richesse de pouvoir toucher tous les publics, de l'enfant à l'adulte, la famille, et à l'intersection de tous ces publics. Et là, le pari qui peut être fait, c'est un pari sur chacune de ces zones de coopération avec ces publics, c'est d'être dans cette visée de développer, que ce soit chez les enfants, et chez les enfants, il y a évidemment, c'est un gros pari sur l'avenir, de développer les capacités à être critique, des compétences de solidarité, de savoir coopérer avec l'autre, avec les différents moyens qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Je pense notamment aux ALSH émancipateurs, ou en changeant les règles, en donnant la possibilité aux enfants de pouvoir créer leurs propres activités, loisirs,
c'est presque un prétexte pour développer chez ces enfants une capacité de coopération, de construire des projets, de faire avec l'autre, d'être critique, d'être une forme de maturité coopérative qui est peu développée dans notre société. Et puis deux mots, parce qu'il me reste 2 minutes, deux mots sur la recherche, action, formation. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire sur l'ensemble des terrains sur lesquels nous sommes intervenus. Là, l'idée, c'est, je vous disais tout à l'heure, dans le climat français, mais pas que français, les dispositifs sont créés hors sol et il y a peu de participation et de coopération entre la gouvernance et la fabrication des dispositifs et le terrain, c'est-à-dire les professionnels de terrain et les personnes. Et donc là, l'idée de la recherche, action, formation, c'est de développer chez les professionnels des capacités à produire des connaissances sur la manière dont ils s'y prennent, c'est-à-dire transférer des outils de la recherche à des professionnels pour qu'ils s'emparent des questions de terrain, des questions sociales qui les animent et qu'ils puissent les traiter. C'est ce qui a été fait, par exemple, au Centre social des Coronneries, où il y a une vraie dimension de recherche pour pouvoir avoir le droit de participer aux discussions, aux instances qui dirigent et qui créent les dispositifs qui vont être utiles aux personnes de terrain. Donner la parole, aller vers les habitants, c'est bien pour leur permettre de se centrer sur ce qui est important pour les habitants et en partant de là, leur permettre de participer à ce qui leur serait utile à la définition des dispositifs qui sont censés les servir. Il y avait une question du groupe 7 sur quels sont les liens aujourd'hui entre le développement du pouvoir d'agir et l'éducation populaire, avec un, entre parenthèses, dépassé. Peut-être un jugement, mais voilà. Est-ce que vous voyez-vous des liens entre le DPA et l'éducation populaire? Je pense que toute la méthodologie de l'éducation populaire vient alimenter une certaine façon de faire pour être sur le pouvoir d'agir des habitants. Enfin, je vois que dans les environnements où je vais, c'est toujours des démarches de co-développement, des démarches d'éducation populaire. Il y a une tradition dans l'éducation populaire qui sert à toutes les démarches quand on veut être centré sur un individu, sur un groupe. Donc moi, j'y vois un lien tout à fait parlant. Que ce soit en termes de méthodologie, et moi j'y trouve plus particulièrement de la méthodologie qui permet d'être à la hauteur des ambitions que je peux avoir en formation, en accompagnement des structures. Et derrière, bien évidemment, l'éducation populaire, il y a toute la visée politique d'émancipation qui correspond bien avec le DPA. Après, le DPA, si on reprend le DPA tel qu'il est initié par Yann Le Bossé, Yann Le Bossé a travaillé plus dans ses démarches sur de l'accompagnement individuel. Enfin, sa démarche en 4 entrées, c'est bien amener les personnes à pouvoir agir sur les problématiques qui les concernent, avec des grands principes qu'on retrouve dans l'éducation populaire, être centré sur ce qui est important pour la personne, pour sa famille, pour sa communauté. Donc là, c'est un peu ça dans le centre social que j'ai pu accompagner sur la partie faire valoir ses choix aux administrateurs et créer des finalités politiques collectivement partagées puisqu'ils devaient répondre à la rédaction du nouveau projet social. Donc dans ce cadre-là, je suis intervenue sur ce centre social. Et les démarches d'éducation populaire ont été reprises par Jérôme Guillet avec un ensemble de démarches d'aller vers les habitants. Et c'est presque technique, comment je me mets en disponibilité pour entendre ce que dit un autre, pour essayer d'entendre le monde dans lequel il vit, en ayant une posture de neutralité, en ne cherchant pas à apporter des solutions, en étant juste disponible et en créant des espaces de rencontre possibles et d'expression.
là, je trouve que l'apport est très important et que il y a une interaction entre l'apport méthodologique de l'éducation populaire et des éléments de principe d'action du DPA selon le BOCE. Merci Marianne. Alors j'en avais repéré une autre, mais qui rejoint un peu la fin de votre réponse, hein. C'est justement pour les professionnels, mais également les bénévoles, comment être le propre artisan en tant que professionnel, mais également en tant que bénévole, je pense, de sa future inutilité d'accompagnant près de personnes, collectifs de personnes, qui seraient davantage autonomes, conscients des enjeux. Oui, alors là, on est sur quelque chose qui est un peu, c'est un peu le cœur de la démarche, parce que de la même façon qu'on ne peut pas développer le pouvoir d'agir de quelqu'un, de la même façon, la manière personnelle de chaque animateur ou de chaque salarié de centres sociaux est quelque chose de personnel et c'est pas sur sa façon de faire qu'il faut intervenir, c'est sur permettre, développer une base de valeurs et de principes d'action collectivement partagés. Et ça fait l'objet d'un travail tout à fait spécifique. Pour reprendre l'exemple de ce centre social, on est passé par un atelier sociologique où toute l'équipe était réunie, c'est-à-dire les administrateurs et l'ensemble des salariés, quel que soit le poste, pour essayer de comprendre en quoi la démarche émancipatrice, la démarche d'aller vers, la démarche de participation venait comme une réponse à une certaine forme de société qui crée des problématiques tout à fait particulières. Le centre d'animation aujourd'hui, c'est pas le même que celui d'il y a 50 ans, parce que c'est pas les mêmes problématiques de société. Et donc cet atelier sociologique a consisté à permettre au groupe, par groupe de pairs, de réfléchir dans un premier temps à quelles sont les problématiques sociétales aujourd'hui actuelles, sur lesquelles les publics que nous rencontrons, mais nous-mêmes aussi, on bute et on n'arrive pas à faire face. Donc, quand on a identifié les problématiques, du coup, on peut identifier qu'est-ce qu'il faut savoir faire collectivement et individuellement pour faire face à une société telle qu'elle on vient de la concevoir avec les problématiques qu'on a conçues. Et en ayant identifié je vais appeler ça un kit de survie, hein, de tout citoyen, de tout collectif, alors on peut revisiter, et chacun peut revisiter de sa place d'animateur famille, d'animateur enfant, comment il participe au développement de ces compétences-là indispensables au monde de demain. Donc, je dirais que comment je me fais le propre artisan de moi-même, il y a cet aspect-là qui est extrêmement important pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble partagée et surtout construite. Il ne s'agit pas d'amener et de faire un cours là-dessus ou d'informer les gens là-dessus. Il faut qu'ils fassent le chemin de le construire ensemble avec toutes les parties prenantes pour avoir cette base commune qui va diriger l'action de chacun. Et ensuite, le deuxième aspect peut-être que je pourrais amener, c'est la notion d'espace capacitant. Ce n'est pas une mince affaire que de demander à des animateurs de changer de professionnalité. Il y a quand même quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire dans cette nouvelle orientation politique. On ne peut pas leur demander de changer quelque chose chez eux pour développer du pouvoir d'agir sur les publics, ou en tout cas créer les conditions d'un pouvoir d'agir des publics, si eux-mêmes n'ont pas le pouvoir d'agir sur leur propre professionnalité. Et là, l'espace capacitant, ça relève à la fois de l'organisation du travail, parce que c'est mobilisant, c'est prenant, c'est une certaine faut du temps, quoi. Donc, dans l'espace et l'organisation de travail, il faut considérer, si on considère que la démarche d'émancipation devient le cœur du projet social, alors il faut investir le temps de travail avec ces éléments-là. Mais il faut aussi quelques règles. Chacun rentre dans la démarche
par où il veut et de la manière dont il veut, le droit à l'erreur, voilà, tout un ensemble de choses qui sont formalisées dans les concepts d'espace capacitant qui vont favoriser cette appropriation, en fait, qui n'est pas simple à faire parce que derrière, il y a un changement de posture. Comment je reste neutre? Comment je réfléchis pas à la place de l'autre? Comment je crée les conditions pour qu'il me parle en toute authenticité? Comment je lis pas sa situation avec mon propre filtre, mon propre logiciel? Tout ça demande une mobilisation intellectuelle et personnelle, voire une remise en cause qu'il faut certes accompagner, mais à laquelle il faut laisser de la liberté d'action. Alors, Vous pas dites, c'est très une loin, question. Hein. pas très loin de ça, ressort beaucoup la question du mandat, dont on parle aussi souvent dans nos formations, formation action à visée émancipatrice. Comment fixer le mandat clairement pour nous envers les habitants et envers les institutions? Comment gérer les situations où l'on accompagne un groupe potentiellement en conflit? Ça vous parle, cette question du mandat? Ça, on n'a pas le mandat de produire du conflit de classe sociale, hein, ça c'est sûr. Euh, la question du mandat s'est posée dans le travail que j'ai fait avec les centres sociaux. La question du mandat, elle se pose à chaque fois. Je prendrai un exemple, l'exemple du réseau jeune national qui a eu lieu cette année, enfin en 2021 à Poitiers, et où la thématique avait été choisie bien avant les événements de la laïcité. Donc, ces jeunes se sont réunis pendant une semaine et ont produit des choses tout à fait intéressantes sur cette question-là. Puis la secrétaire d'État est descendue entendre le résultat de ce travail. Ça ne lui a pas plu et elle a diligenté une inspection auprès du centre social. Donc voilà, ça c'est typique. On nous demande enfin, on demande aux centres sociaux de développer des démarches permettant aux habitants de participer à ce qui les concerne, mais cette participation n'est pas bien éclairée. Ce qu'on entend par participation, derrière, il y a certainement plutôt une participation individuelle, donc une forme d'adaptation plutôt que quelque chose d'assez collectif. C'est pour ça que je vous ai donné l'histoire des concepts. Le mandat, moi j'ai une réponse, mais qui est plutôt un pari sur l'avenir. Je me dis que pour faire évoluer les mandats vers quelque chose qui soit en cohérence avec ce que souhaitent faire les centres sociaux, pour moi, il faut développer une forme de démarche de recherche de terrain par les professionnels, pour les professionnels et par eux-mêmes. Il faut arriver à mettre en dialogue la gouvernance et le terrain, chose qui ne se fait pas du tout dans aucun secteur d'activité d'ailleurs. Et pour ça, je trouve que imaginer la professionnalisation des acteurs de terrain sous l'angle d'utiliser des démarches simples, accessibles de recherche qui permettent de recueillir des questions de terrain et de les traduire, de les transformer en démarches de recherche peu ambitieuses, hein, accessibles, qui permettent de développer un discours sur le métier, sur les objectifs, mais aussi sur la manière précise dont on s'y prend pour produire quoi, éclairer cette question, rendre les professionnels comptables de leur métier, de façon à leur donner la possibilité de participer aux décisions qui les concernent, eux aussi. Donc là, je vois dans ces démarches-là, ces nouvelles démarches de recherche, action, formation, mises en place sur le terrain par les salariés eux-mêmes, comme une riposte pour faire évoluer les mandats et pour participer à la définition des mandats. Et c'est ce que je suis un peu en train de faire avec certaines équipes, que de les aider à transformer une question de terrain en une question de recherche, problématiser et aller chercher des données, lire ces données, les analyser et pouvoir renvoyer des réflexions, mais des réflexions argumentées, démontrées, pour faire valoir les orientations
que le professionnel veut prendre. Là, pour l'instant, on est dans un contexte où on nous donne les dispositifs, les directives, mais dans certains milieux, je travaille beaucoup dans l'orientation, dans certains milieux, on nous dit également comment on doit s'y prendre. Première étape en individuel, après en collectif, voilà les objectifs, voilà les outils. Donc, on a enlevé toute cette créativité qui est quand même de l'ordre de la responsabilité des professionnels de terrain. Donc, il faut regagner, je parle du pouvoir d'agir des professionnels, en fait. Il faut regagner du terrain là-dessus. Mais par un discours un peu différent de ce qu'on entend quand je fais de l'analyse de pratique avec les professionnels, ce qu'ils disent de leur travail est toujours moins intéressant que ce qu'ils font réellement. Ça, c'est une constante dans tous les métiers, dans l'objet de travail et l'être humain. Et en fait, avec l'analyse de pratique, on arrive à aller repérer les gestes professionnels très précis, qui sont des stratégies extrêmement fines, habiles, mais qui ne sont absolument pas conscientisées par les professionnels de terrain. Donc, quand ils parlent de ce qu'ils font, ils en parlent dans des termes qui parfois même ne sont pas entendables. Et pour autant, le travail est fait et bien fait sur le terrain. Et du coup, vous aviez commencé votre réponse en citant le réseau Jeunes de Poitiers. Comment on peut causer de tout ça justement avec des élus, des institutions? Vous avez évoqué l'idée de recherche-action sur le territoire pour peut-être les impliquer, mais est-ce qu'ils en veulent vraiment de cette histoire de pouvoir d'agir, ou est-ce qu'ils sont prêts à en accepter quelque part les conséquences? Je crois qu'il y a une forme d'opacité. Est-ce qu'ils en veulent vraiment? Je pense que oui, parce que cette commande est absolument dans tous les milieux, dans tous les endroits. Donc, c'est devenu un peu le concept dans l'air du temps. Donc, même les politiques arrivent à tenir un discours assez construit sur la question de la posture professionnelle du tenir conseil, de laisser l'individu libre. Il y a même des lois qui portent le nom de liberté de choix. Voilà, laisser la liberté du choix aux personnes. Donc, je crois que c'est dans l'air du temps et que tout le monde est aujourd'hui, y compris les politiques, en capacité de parler dans un discours cohérent de ça. Je ne suis pas sûre que tout le monde en voit les conséquences effectives. C'est-à-dire, on voit bien que plus on réussit et plus on va peut-être nous le reprocher. C'est l'exemple que je citais du réseau Jeunes. Donc, c'est communément admis, mais on n'en voit pas encore toutes les incidences. Donc, excuse-moi, tu peux me redire la question de départ? Là, je crois que je m'éloigne. Pas de problème. En gros, on a beaucoup parlé du DPH et les professionnels. Est-ce que les élus et les institutions, ils en veulent vraiment de ce DPH? Ou est-ce que c'est un effet de mode de se dire ça va accompagner les politiques publiques s'il y a un peu de participation des gens? Est-ce qu'ils en veulent vraiment? Est-ce qu'ils sont prêts à en accepter les conséquences? C'est certainement un effet de mode du bien pensé, mais pas que, parce qu'on est dans une société qui est tellement incertaine, où on est sûr d'une chose, c'est que rien ne se passera comme prévu, que du coup, on ne peut plus accompagner chaque personne à gérer ce qui le concerne professionnellement, personnellement. Donc, du coup, on passe à des logiques qui soient capables de faire seul. D'où développer le pouvoir d'agir. Donc, ça a une utilité sociétale d'être sur ces démarches et c'est aussi le bien-pensant d'aujourd'hui. Mais on voit bien quand même que c'est pas pareil si on est sur du développement du pouvoir d'agir individuel, où là on est sur de l'adaptation, ou du développement du pouvoir d'agir collectif, et là on est sur une remise en cause de la distribution des pouvoirs dans notre société. Et c'est là où je dis, je crois qu'ils en veulent, sous l'angle de que chacun se débrouille par lui-même et soit responsable de ce qui lui arrive. Je pense que c'est plus problématique sous l'angle de la remise en cause de l'organisation sociétale. Je pense que ça, ils n'en veulent pas moyennement, quoi. Maintenant, mon expérience, puisque je suis maître de conférence en même temps à l'Université de Tours, et du coup, à travers les recherches, je vais beaucoup dans des
conférences, dans des colloques et dans des journées professionnelles. Dans les journées professionnelles, il y a les professionnels de terrain et il y a aussi les politiques et les décideurs, en fait, et les gestionnaires. Et je trouve qu'ils ont cet appétit de comprendre des métiers, je vais les résumer de façon un peu abrupte, des métiers opaques, où on ne comprend pas véritablement ce qui se passe dans ces métiers. Donc tout le monde s'en mêle. Tout le monde a son mot à dire sur comment accompagner quelqu'un qui recherche un emploi, sur comment animer un groupe ou comment organiser les loisirs. Et quand dans les colloques, quand je fais cet aller-retour entre la théorie et le terrain, et dans le terrain, je suis sur un mode narratif qui raconte des histoires professionnelles, des anecdotes professionnelles que je récupère dans toute mon activité d'analyse de pratique et dans toutes les démarches de recherche que je peux faire. Et là, ils se mettent à comprendre la complexité de ces métiers. Ils se mettent à comprendre que c'est pas parce qu'il y a qu'à Faucon que les choses vont fonctionner. C'est pas parce qu'il y a du travail là et qu'il y a des gens qui cherchent que si on met les deux ensemble, ça va fonctionner. Ils comprennent que d'abord pour créer un espace d'expression où les gens sincèrement arrive à vous dire ce qui les préoccupe véritablement, ben c'est déjà assez sportif en termes de, enfin j'utilise le mot sportif, il n'est pas très adapté, mais c'est déjà une professionnalité de haut niveau. Pour amener quelqu'un à regarder sa vie d'un autre regard, mettre en confrontation ce qu'il pense avec des faits, tout ça, c'est des gestes professionnels qui sont beaucoup plus compliqués que ce que eux s'imaginent. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'ils en veulent? Ils en veulent parce que c'est dans l'air du temps et c'est politiquement correct, je vais dire, et ça répond à une problématique sociétale où il faut que chacun soit responsable et réflexif. Ils en veulent peut-être moins quand il s'agit de remettre en cause le système social, mais on peut se demander si nous, on voit bien aussi ce que ça voudrait dire de remettre en cause la répartition des puissances et du pouvoir. Et ils ne perçoivent pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ces métiers, quoi. Les ALSH, c'est de la garderie. Donc, en même temps, ça peut être une force parce que moins vous êtes perçu comme un lieu où il peut y avoir des changements véritables, et plus vous êtes libre de faire, d'orienter les choses comme vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, il y a une forme de non-compréhension de tous ces métiers d'accompagnement de l'être humain et du groupe. Et du coup, alors, Thierry posait la question de comment peut-on, moi j'aurais plutôt dit est-ce qu'on peut intégrer ces démarches-là dans la construction des politiques publiques? Bah, il va falloir y arriver, hein. Alors du coup, s'il va falloir y arriver, comment qu'on peut faire? Ah, ben alors là, je ne sais pas si j'avais la réponse. Je pense que je me présenterai aux élections de je ne sais pas quoi. Mais on n'a pas vraiment la réponse parce qu'en fait, c'est des démarches où il faut faire le premier pas et les choses se construisent en marchant. Tout est assez incertain quand on démarche, quand on décide d'aller à titre collectif sur un centre social vers ces démarches. Et alors, pour arriver au niveau d'avoir le droit de participer à la définition des politiques publiques, bah, c'est des paris qu'on va gagner avec la persévérance dans être comptable de ce qu'on fait, regarder ce qu'on fait, être capable de le parler et de l'argumenter et de le défendre. Donc, je ne vois que ces voies. Il n'y a pas de, il y a pas de, j'ai pas de réponse tangible à ça. Il n'y a pas de méthode. Il faut s'y mettre. Euh, je reprendrai peut-être une définition de Augusto Boal, très proche de Paulo Freire, hein, Le théâtre des opprimés, qui dit être citoyen, c'est pas faire partie d'une société, c'est agir sur cette société avec la tête dans les étoiles,
les pieds sur terre et les mains à l'ouvrage. Et je crois que la voie qu'ouvrent les centres sociaux et qui fait que je suis ravie d'être dans ce milieu-là qui est un peu excentré par rapport à mon public habituel. La voie qu'ouvrent les centres sociaux, c'est ça, avec une forte responsabilité dans la participation à la construction de la société de demain. Mais ça, tous les métiers dont l'être humain est l'objet de travail participent de fait à la construction de société de demain et ils ouvrent la voie, mais la façon de faire, les moyens, il faut admettre qu'il n'y a pas de réponse, ou alors on va se tromper, on va faire des procédures, on va traduire ça sous forme de procédures à mettre en œuvre et on va se tromper. Donc, je crois qu'il faut garder de tout ça la responsabilité qu'on a dans, dans cette construction d'une société de demain, même si on ne nous la reconnaît pas, euh, et puis persévérer et avancer pas à pas. Je n'ai pas d'autre réponse. C'est le démarrage d'un chemin qui se dessine bien, par contre, parce que ce que je vois sur l'ALSH, par exemple, émancipateur, où j'ai participé, j'ai pu voir que ce changement de laisser libre les enfants, de décider de monter par eux-mêmes des projets d'animation, de laisser une liberté de circulation dans le centre, de ne pas fonctionner par tranche d'âge, au bout de 5 jours. 5 jours d'ALSH pendant les vacances de février 2017. Vous savez, ne serait-ce que ça, la distinction que font les enfants, parce que la hiérarchie se reproduit sur tous les publics. Chez les enfants, il y a les populos, les popus, et il y a les bolos. Les popus étant les enfants qui ont une certaine prestance auprès et reconnus par les autres, et les bolos, évidemment, ceux qui se retrouvent entre eux et qui sont un peu discrédités. À la fin des 5 jours d'ALSH émancipateur, il n'y a plus cette distinction. L'enfant est reconnu par sa possibilité de monter un projet, d'intégrer d'autres dans le projet. Pour moi, ça a été l'une des révélations de cette expérimentation d'ALSH. Cette disparition des disparités souvent instituées par l'école au regard de la valeur, parce que l'école est l'endroit où on donne de la valeur à nos enfants, et c'est peut-être injuste, comme dirait Dubé, que l'école soit le seul lieu où on donne cette valeur aux enfants. Et du coup, le centre social vient là, à un endroit où la valeur se porte sur autre chose que les connaissances. Et du coup, ça vient rompre les hiérarchies instituées entre enfants. Et les enfants, sur cette première semaine, ils avaient à peu près 50 enfants en charge. Pour la deuxième semaine, il y avait plus de 120 inscriptions. Donc, il y a un plaisir aussi et il y a un vrai intérêt vu par les enfants qui, du coup, en redemandent. Voilà, c'est des expériences dont je me dis, c'est sur la voie. C'est difficile après d'essaimer cette expérimentation qui était vraiment dans des conditions euh, peut-être pas facilement reproductibles dans les centres. Chacun invente sa méthode, mais ça fonctionne, quoi. Je sens que Denis a ouvert son micro, il va vouloir réagir. Alors, je vous ai plus à l'écran parce que je reviens sur l'écran, je ne vous vois pas en fait. Non, moi, j'avais ouvert mon micro pour dire que dans la Vienne, cette expérimentation a transformé radicalement les méthodes, les postures professionnelles en centre de loisirs, SM et tout ça. Et donc, voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Et qu'il y avait une transformation profonde des pratiques professionnelles à partir d'une expérience comme celle-ci. Et du coup, vous avez fait une sacrée pub pour l'atelier 1. On vous rassure, on a enregistré les 4 ateliers. Donc, vous pouvez aussi aller découvrir les présentations des autres copains et collègues. 15h55. Moi, il nous reste encore quelques minutes. Je vous aurais bien proposé peut-être une ou deux dernières questions. Peut-être une qui revient plus aussi sur votre propos autour de l'histoire de notre réseau, les différentes périodes. Je vais la lire telle quelle, on verra si on la comprend bien ensemble. On s'inscrit dans une situation sociale et des mouvements sociaux qui vont au-delà des centres sociaux. Est-ce que les centres sociaux ont loupé le tournant des années 70? Est-ce que les centres sociaux ont réellement eu un rôle politique à un moment donné de leur histoire?
Ce que j'ai pu voir, en fait, tout ça est aussi imbriqué dans l'histoire des mouvements sociaux et dans les années 70. Ce que j'ai pu lire, c'est qu'effectivement, il y avait une forte participation bénévole et militante, mais qu'il y a eu aussi un mouvement, ces classes moyennes qui étaient à l'origine de ce mouvement très prenant et cette participation très active à la vie du centre social et à la vie politique. Ces personnes donc de classe moyenne ont déserté les quartiers. Et dans les années 70, les quartiers ont été réinvestis par des populations beaucoup plus pauvres ou beaucoup d'origine d'immigration. Enfin, ce que j'ai pu lire, c'est que la désertion des classes moyennes des centres de vie, des centres des cités, a produit aussi des implications peut-être des centres sociaux par des bénévoles. Voilà, mais je vous livre la seule réponse qui me vient comme ça. Il faudrait que je me replonge. C'était pas mon objet principal, donc il faudrait que je me replonge dans tout ce que j'ai lu en termes d'histoire ou que je vous transmette les textes sur lesquels je m'appuie pour revoir cette histoire des centres sociaux. Avec plaisir, je ne voulais pas vous piéger, excusez-moi. Peut-être on peut se donner 3 minutes et comme ça on pourra chacun prendre aussi une petite pause de 5 minutes avant que tout le monde nous rejoigne dans cette salle. Nous, on a l'avantage de ne pas avoir changé de compte Zoom. Peut-être, Marie-Hélène, vous, en 2-3 minutes, les trucs fondamentaux que vous voudriez nous dire et que vous voudriez qu'on retienne de cet après-midi. Ce qui vous tient à cœur, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir intervenir sur ce terrain, oui, parce que j'y trouve à la fois un public courageux. Et en fait, je souhaiterais que pour l'année 2022, vous avanciez avec humilité, parce que c'est un terrain qu'il faut investir avec humilité, avec peut-être avec aussi discrétion, parce qu'il faut avancer. Faut toujours se rappeler que on vise quelque chose, mais qu'il faut oublier ce qu'on vise pour créer les conditions pour que ça se fasse. Donc, avec méthode et avec coopération. Je crois que rien ne se fera sans la coopération, sans l'humilité et sans la discrétion. Je reprendrai l'image d'un étudiant qui demande à Rogers, qui a quand même bouleversé toute la psychiatrie mondiale. Son étudiant lui demande comment vous avez réussi à bouleverser la façon de considérer la psychiatrie au niveau mondial. Et il lui a répondu, j'y suis allée tranquillement, j'ai surtout pas dit ce que je faisais, j'ai pas dit thérapie, j'ai dit développement personnel. J'ai ouvert les portes au fur et à mesure où elles se présentaient discrètement et j'ai persévéré. Donc, c'est ce que je souhaite à ce champ d'activité parce que j'y mets à la fois beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de pertinence. Et j'ai quelques idées pour la suite, quoi, mais c'est un mouvement qui a besoin d'être accompagné.